その時思い出した。この光景は今まで何度も見てきた。いつだって目に入っていた。でも見なかったことにしていた。見なかったことにしていた。もう大丈夫だ。殺してる。でも見なかったことにしていた。見なかったことにしていた。もう大丈夫だ。ミカサ。Pareil, c'est sûrement le mot qui résumerait le mieux cet épisode. Et le moment où l'on penserait se distinguer le plus des autres serait sûrement celui où on leur ressemblerait le plus. C'est via 3 personnages que dans cet épisode on va se rendre compte de cette réalité. Anji, Mikasa et Gabi. Et c'est dans cet ordre-là que l'on va analyser leur évolution. Anji, celle-là même qui voulait que la liberté d'expression et la liberté d'information soient garanties, elle se retrouve à devoir cacher des informations cruciales au peuple, le statut de prisonnier des reines. Ce dernier, le statut, a fuité. Et la voilà face à ses contradictions, ou plutôt à ses promesses d'antan qui, dans le monde actuel, ne trouvent plus écho, ne trouvent plus de place. Cela nous permet de revoir des têtes, c'est pas plus mal, des têtes qu'on n'avait pas vues depuis un moment, et la triste roue du sort, parce qu'elle doit leur faire face, avec une phrase très intéressante, lorsqu'elle dit que dans un monde ouvert, la transparence, l'information n'a pas la même valeur. C'est vrai que finalement, quand l'humanité pour les Eldiens des murs se résumait à l'humanité des murs, eh bien donner un libre accès à la formation, c'était tout à fait envisageable. Il n'y avait pas de forces ennemies contre lesquelles il fallait potentiellement cacher des informations. Et à l'intérieur du peuple eldien même, il n'y avait pas vraiment de dissension à l'époque. Et maintenant, le monde s'est ouvert, et s'est ouvert à des forces ennemies, l'humanité entière, qui veulent les détruire. Et dès lors, on peut comprendre qu'on hésite un peu à dévoiler des informations aussi importantes. On n'est jamais à l'abri d'un ennemi infiltré, d'un espion. Mais bon, quand même, la dernière phrase que répond Anji, eh ben, n'est-ce pas la phrase d'à peu près n'importe quel dictateur? On peut certes la comprendre, mais c'est aussi une excuse parfois. Une excuse pour éviter, par exemple, une scission dans le peuple qui viendrait à renverser le pouvoir, puisqu'il ne serait plus légitime. Et d'ailleurs, monter la population contre le bataillon d'exploration et le gouvernement plus largement, c'était sûrement ça le but de la fuite d'informations de Frog et ses acolytes. Frog qui se comporte toujours plus comme un fanatique ou un martyr, dont la définition est une personne qui est prête à mourir pour des idéaux qu'elle juge transcendants. Et pour lui, c'est son peuple, les Eldiens, ou plutôt l'humanité des murs. Et oui, parce qu'il voit les Eldiens des murs comme une humanité à part. Et pour cette humanité, la sienne, il est prêt à tout. D'ailleurs, il juge que ça devrait être Eren qui dirige le pays. Et c'est assez fort de dire ça, parce que c'est vouloir remplacer la lignée Fritz, quelque part la dynastie Fritz qui est au pouvoir. Et donc, ce qui revient en fait à remplacer symboliquement le pacifisme qu'incarne la lignée Fritz par le bellicisme qu'incarne la lignée Jäger. Jäger qui signifie chasseur en allemand, je vous le rappelle. Anji se rappelle alors de ce que cet homme, au service de l'ancien gouvernement, lui avait dit. Lorsqu'elle n'avait pas encore le pouvoir entre les mains, il était facile de promettre des lendemains joyeux. Maintenant qu'elle fait partie des personnes qui tiennent les manettes, il semblerait que tout ça ne soit qu'une vaste comédie, un théâtre. Les acteurs changent, mais les masques restent. Et nous nous rapprocherions alors de cette notion qu'est le Theatrum Mundi, qui stipule que le monde est une grande pièce de théâtre, dans laquelle, et plus ou moins consciemment, nous ne tenons que des rôles. Aucune essence en fait, que des masques. Et le rôle qu'a reçu Anji, il est plutôt dur à interpréter. Elle a reçu des mains de Erwin, à peu près l'avenir de l'humanité des murs. Et on voit depuis le début de la saison qu'à plein de moments elle aimerait craquer, mais elle ne peut pas. Et c'est ce que j'ai remarqué chez Anji. Rappelez-vous lorsque Jean s'en voulait d'avoir différé l'exécution de Reiner, ce qui avait mené au sauvetage de celui-ci. Anji avait dit qu'elle prenait l'entièreté de la responsabilité de cette décision.
Lorsqu'encore dans cet épisode elle dit au peuple et aux journalistes qu'elle fait tout pour le bien du peuple eldien, elle prend encore sur ses épaules une immense responsabilité. Et là dans cette salle on la voit à bout, on la voit vraiment en quelque sorte craquer. Mais non en fait, parce qu'au dernier moment elle se relève et elle a encore des choses à accomplir. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce personnage. Elle a vraiment ce côté folie, scientifique fou, et ce côté responsabilité, sérieux et gravité. Et parlons un peu de Mikasa, qui est chargée d'emmener en prison cette jeune fille qui fait partie du groupe qui est responsable de la divulgation du statut de Eren. On apprend que cette jeune fille est fan de Mikasa. Et ce fanatisme me rappelle ironiquement le fanatisme qu'a Mikasa envers Eren. Et cette jeune fille dit quelque chose de très intéressant. Une petite phrase qui semblerait passer comme ça, mais qui en fait prend tout son sens dans l'œuvre actuellement. Elle dit à Mikasa parfois, pour remporter la victoire, il faut bien enfreindre quelques règles. Et comment Mikasa pourrait aller à l'encontre de ce qu'elle dit là? N'est-ce pas exactement ce que eux ont fait lorsqu'ils ont destitué l'ancien pouvoir en place? Le bataillon d'exploration, ils sont responsables d'un coup d'état, et on fait rarement mieux en termes de ne pas respecter les règles. Et puis, plus égoïstement, on peut se rappeler le jour où Armin devait mourir et où Eren ainsi que Mikasa s'étaient rebellés face à leur supérieur. En gros, Mikasa a fait exactement ce que cette jeune fille-là essaye de défendre. C'est peut-être pour ça qu'elle lui dit de la boucler. Après tout, qu'est-ce qu'elle pourrait lui répondre? Au fond, les deux sont si pareils. Encore une fois. Et voilà qu'ironiquement encore, cette fois-ci, c'est Mikasa qui emprisonne. De la même manière qu'ironiquement, cette fois-ci, c'est Anji qui cache les informations au peuple. On peut sentir à travers ce développement que Isayama veut vraiment placer cette saison sous le signe de la déception, voire du désespoir. Mais j'ai l'impression qu'un désespoir et une déception encore plus grande a été introduite dans cette scène de Mikasa dans le cachot. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans l'intro que j'ai monté pour cette vidéo. Alors ce que je vais dire à présent, ce ne sont que des suppositions. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, mais si c'est juste, je serais très content. Et pas très content juste parce que j'ai eu juste, mais parce que je trouve que ce serait un développement vraiment hyper intéressant. Mikasa, en quittant la jeune fille, se retourne en entendant un bruit de choc. Voilà la jeune fille qui prend la pose emblématique Shinzo Sasageo, le signe qui est censé symboliser l'espoir, mais qu'on ne sait pas exactement comment interpréter maintenant que le monde a tellement changé. Toujours est-il qu'à ce moment précis, Mikasa semble avoir des flashs de souvenirs. On voit la fameuse scène où Eren l'avait sauvée des kidnappeurs, mais la scène comme elle a été présentée cette fois, je pense qu'elle a une signification particulière. Là, on voit Eren qui s'acharne sur le torse de ce kidnappeur qui était déjà mort. Et souvenez-vous, c'était durant ce kidnapping que Mikasa avait dit quelque chose de très intéressant. Elle avait dit que, jusqu'à présent, alors qu'elle en avait eu la preuve partout, qu'elle avait constamment eu ce spectacle devant les yeux, elle faisait semblant de ne pas voir. Et de ne pas voir quoi? À l'époque, c'était la cruauté du monde. Et à partir de ce jour et de cette révélation, elle a acquis sa force herculéenne. C'est aussi à partir de ce jour qu'elle est tombée amoureuse d'Eren. Eh bien, je pose la question, est-ce que la cruauté du monde était la seule chose qu'elle faisait mine de ne pas voir? Je veux dire, évidemment au début ça devait être ça, mais est-ce que cette phrase ne pourrait pas s'appliquer à autre chose, ou à quelqu'un? L'individu qui, depuis le début de l'histoire, montre une rage inquiétante à tout ce qu'il fait. L'individu qui, si on y regarde de plus près, est extrêmement violent, une violence inhérente. L'individu dont nous tous avions eu des preuves de sa dangerosité, et puisqu'on était de son côté, ça ne nous paraissait pas être de la dangerosité, de la détermination tout au plus. Bon, vous l'avez compris, est-ce que finalement cette phrase ne s'appliquerait pas à Eren? Si c'est le cas, ce serait vraiment un coup de maître d'Isayama. Ça voudrait dire que lui, il ne fait pas des phrases à double sens, mais plutôt à double étage. Ce que je veux dire par là, c'est que pour Isayama, ce n'est pas les phrases qui prennent un autre sens au fur et à mesure de l'histoire, mais c'est plutôt qu'au fur et à mesure de l'histoire, les mêmes phrases donnent un autre sens à l'histoire. En fait, le véritable ennemi dont parle le générique, ce serait Eren. Eren qui n'a pas attendu la mort de sa mère pour avoir cette rage et cette violence inhérente. Eren qui, dans l'ivresse du combat contre le titan féminin, disait qu'il détruirait le monde entier. Et c'est peut-être face à tout ça que Mikasa a fait l'aveugle en fait. Et de voir cette jeune fille faire le signe Shinzo Sasageo, le signe de l'humanité, de l'espoir de l'humanité, que elle-même Mikasa voyait en Eren, et bien maintenant ça résonne différemment en elle. À mon avis, Mikasa va être forcée de se retourner contre Eren. On avait tous remarqué que Mikasa allait être confrontée à ce difficile choix. Le bataillon d'exploration ou Eren. Et bien à mon avis, là, son choix a été fait. La façon dont ce flashback a été amené, et surtout la fin de ce flashback où on entend un Eren qui est absolument effrayant dans sa façon de dire à Mikasa que tout va bien se passer. Mikasa. Ce jeune enfant encore tout sanguinolent du meurtre qu'il vient de commettre. Parce qu'elle ne peut plus faire semblant. Elle va être maintenant obligée de voir la vérité en face. Eren est dangereux et est dangereux pour tout le monde.
En tout cas, cet épisode répond un peu à ma question quand et pourquoi Eren a changé. Enfin, pour le pourquoi, pas vraiment, mais pour le quand, oui, un peu. On apprend qu'il y a 10 mois, le surveillant de Yelena, d'ailleurs Yelena, toujours la classe tout le temps le flow, a été remplacé par Frog. Et lors du banquet pour inaugurer la voie de chemin de fer, eh bien ce dernier l'a raccompagné à sa pension, et cette pension se trouvait être assez proche de la demeure de Eren. Alors on peut penser qu'il y a eu un échange, discussion, et que sûrement Yelena avait un message à faire passer à Eren, un message de Sig. Enfin, c'est ce qui me paraît le plus logique, prêt à voir dans la suite des événements. Et sinon, il y a vraiment ce moment que j'ai beaucoup aimé quand Pixis dit et boum, tête à tête avec un canasson. Franchement, je sais pas si c'est dans le manga, mais c'est toujours apprécié ce genre d'ironie. Et d'ailleurs, ce cheval qui s'attaque à Gabi. Gabi qui a fui de la prison avec Falco. Et d'ailleurs, cette scène dans la prison, est-ce qu'elle ressemble pas extrêmement à Eren, Gabi, à ce moment-là, parce qu'elle s'acharne sur ce pauvre garde qui se faisait du souci pour elle, comme l'a remarqué Falco. C'est du Eren Yeager tout craché. Mais voilà, Gabi, elle ne peut pas entendre Falco lorsqu'il dit que le garde se faisait du souci pour elle. Et la scène qui, à mon avis, en fait, exemplifie au maximum la dynamique dans laquelle se trouve Gabi, c'est la scène justement dans les écuries, lorsqu'elle est en train de ranger et que tout se passe mal, elle se fait bouffer la tête par le canasson, elle glisse, elle tombe dans la boue avec le seau qui lui retombe sur la tête et elle dit pourquoi tout ça m'arrive à moi. La réponse, ça doit être l'œuvre d'un démon, l'œuvre d'un Eldien de paradis. Et là bon, la scène est amenée de façon assez comique, mais elle est assez symptomatique en fait de deux mécanismes, la paranoïa et le bouc émissaire. Tout acte vient d'une intention et d'une intention à nous nuire. Partout il y a des ennemis. Ça c'est la paranoïa, et le visage qu'on donne à ses ennemis, ça relève plutôt du bouc émissaire. Et là on pourrait juste s'énerver contre Gabi et trouver qu'elle est vraiment très énervante. C'est vrai que dans cet épisode elle est vraiment très énervante, mais c'est mal comprendre sa souffrance en fait. Lorsqu'elle s'enfuit, elle dit à Falco qu'elle s'en fout de mourir, elle veut juste avoir des réponses à ses questions, notamment la trahison de Sig. C'est ça qu'on va vraiment voir dans la confrontation avec Kaya. Elle cherche des réponses en fait Gabi pour donner un sens à sa souffrance. Elle donne pour raison légitime à celle-ci les Eldiens de paradis, ce sont ses boucs émissaires. Cependant lorsqu'elle va se trouver confrontée à Kaya qui va lui poser les mêmes questions que elle-même se posait, elle va être troublée. Kaya qui demande pourquoi sa mère est morte, elle ne comprend pas pourquoi sa mère a dû mourir, qu'avait-elle fait de mal. Ça ne peut que trouver un écho à l'intérieur de Gabi qui ne comprenait pas elle pourquoi Udo et Sophia étaient morts. Mais là, accepter que Kaya puisse se poser cette question, ce serait accepter qu'elles sont pareilles. Or, toute la vie de Gabi a été basée sur le fait de se distinguer des Eldiens de paradis. Dans son monde, dans sa vie où elle a énormément souffert, la haine qu'elle avait envers les Eldiens de paradis lui a donné un sens, une raison de pourquoi elle souffrait, ainsi qu'un but à sa vie. Et venir lui dire maintenant qu'elle est pareille que ceux qu'elle déteste, c'est rompre son monde, c'est le chambouler, c'est le mettre à terre. Bref, c'est la détruire. Et c'est pour ça qu'elle réagit aussi activement, aussi rapidement lorsqu'elle entend Kaya qui se pose les mêmes questions qu'elle. Mais en fait, au final, Gabi comme Kaya sont les deux des victimes. Elles sont les deux les victimes collatérales d'un cycle qui remonte à bien avant leur naissance. Gabi, elle, connaît l'histoire. Bon, même s'il est complètement endoctriné, disons qu'elle connaît l'histoire dans les grandes lignes. Kaya, elle, ne connaît pas l'histoire. Elle a juste souffert, elle ne comprend pas pourquoi elle a souffert. Donc au fond, on pourrait dire que Kaya pardonne mais oublie. Gabi n'oublie pas mais ne pardonne pas. Et à ce niveau-là, les deux filles sont en fait problématiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fil de la série, on entend souvent des personnages dire qu'il ne faut pas oublier pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est ce que disait Sig, c'est ce que dira aussi la chouette. Au final, si les Eldiens de Mar ont eu le cerveau lavé par la propagande, et ben les Eldiens du paradis ont eu, eux, le cerveau littéralement lavé par la dynastie Fritz. En fait, sûrement la meilleure paire, c'est de pardonner mais de ne pas oublier. Et dans ne pas oublier, il ne faut pas entendre de la rancune. Il faut entendre un désir de ne pas reproduire les mêmes erreurs, qu'on puisse faire qu'il n'y ait plus de Gabi et plus de Kaya. Parce que je pense que vous l'avez très bien vu, hein, ce manga est de plus en plus d'une actualité affolante. Et au milieu de tout ça, il y a Falco. Falco qui va plus clair que sûrement tous les personnages de l'œuvre, en tout cas jusqu'à maintenant. Falco dont le nom même fait écho à cet oiseau qui surplombe tout depuis là-haut et possède une vue des plus acérées. La profondeur de Falco permettra-t-elle de changer le cours des choses? En tout cas pour moi, c'est sûr que ce sera lui, le pivot de l'histoire. Il répond froidement mais sincèrement à Kaya que sa mère n'avait rien fait de mal, qu'elle n'était qu'une victime collatérale. Comme lorsque Eren demandait à Reiner pourquoi sa mère était morte, et que Reiner répondait que c'était dû à l'accomplissement de sa mission. Au final, la mère de Eren était aussi une simple victime collatérale. Et l'épisode se termine encore, en tout cas l'épisode avant le générique de fin se termine encore sur une allusion à Sasha. Définitivement, cette fille laisse encore planer son ombre sur le manga, et je pense qu'elle sera assez profonde pour l'évolution de Gabi. Après tout, Sasha et Gabi se ressemblent, hein. Je veux dire plus que physiquement, elles se ressemblent pas mal. Rappelez-vous, Sasha était une fille qui n'aimait pas les étrangers, qui en avait peur, qui les accusait aussi de tous les maux, notamment de voler sa nourriture. N'est-ce pas dans une certaine mesure un peu Gabi? Eh bien, l'évolution de Sasha a été très belle et elle a pu influencer une jeune fille, Kaya. Et espérons que Kaya puisse contribuer à changer Gabi, même si celle-ci a tué sa grande sœur adorée.